J'ai passé dans Gaza le plus beau Shabbat de ma vie. C'est provocateur, mais c'est ce que j'ai ressenti sur place. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer dans la maison, après 2 semaines de combat, en tout cas de mission sur place, fatigué, éreinté, rentrer dans la maison d'un dignitaire du Hamas, d'une richesse incroyable. On a eu un petit repas, ils nous ont amené spécialement un petit pain comme ça, avec un schnitzel, la seule chose cuite. Le festin. Exactement, seule chose cuite qu'on a mangée en 2 semaines. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Il a fait son Alia il y a 19 ans. Il a décidé, par un hasard de la vie peut-être, de passer de l'autre côté, de vous aider, vous qui êtes candidat sur le départ, à faire vous aussi la même chose que lui, votre Alia. On va passer sur son parcours. Vous allez connaître peut-être encore un peu mieux votre délégué de l'agent juive. Il s'appelle Benjamin Twitou. On est ravis de l'accueillir. Benjamin, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir répondu présent. Voilà, toujours. On est ravis. Vous avez fait plein de choses. Vous êtes monté il y a 19 ans en Israël. C'est ça. C'est passé vite ? Très. À une allure, on s'en rend pas compte. À une allure folle. Complètement. Bon, vous êtes aujourd'hui délégué d'Israël en France, c'est-à-dire que vous vivez en France, vous travaillez au sein de l'agent juif, dont vous êtes le directeur adjoint, vous secondez Aria Bitbol, qu'on salue, et qui est lui directeur de l'agent juif. C'est exact. Voilà. Alors, c'est toujours intéressant de savoir comment ça se passe pour aider les autres, par quoi on doit passer. Est-ce que vous connaissez bien Israël d'après vous ? Je pense que dans 19 ans, j'ai appris à connaître Israël. C'est-à-dire que je suis arrivé, j'avais 15 ans. Ouais. Donc j'ai vécu la vie d'étudiant en seconde, première terminale. Après, il y a la vie de la yeshiva un petit peu. J'ai passé 1 an yeshiva. J'ai passé la vie du nouvel immigrant à l'armée en tant que combattant. Puis après le marché du travail, et donc on évolue, et puis après... Alors vous allez un peu vite en besogne, on ne va pas se satisfaire de ça. Vous êtes monté à 15 ans avec votre famille, donc pour vous c'était pas vraiment un choix, vous avez suivi le mouvement. J'ai suivi le mouvement, heureux de suivre. Content, oui. Ouais. Ouais. Comment ça s'est passé ? Parce que vous étiez quand même, c'est un autre monde quand on débarque en Israël, seconde, première terminale, c'est pas du tout la même chose. Alors justement, il y avait un programme qui s'appelle le programme Naalé, qui existe toujours d'ailleurs, qui est à mes yeux superbe, qui permet justement de faire cette transition un peu plus en douceur. C'est-à-dire que en seconde, tous les cours sont en français. On commence avec un ulpan hyper intensif, 4-5 heures par jour. Et donc, ça nous permet de nous intégrer au fur et à mesure. Et ça permet donc en classe de première, en Yud Aleph, de commencer à avoir des cours en hébreu, des examens en hébreu, de commencer à passer les premiers bacs israéliens en hébreu. Oui, parce que vous avez choisi de passer, dans ce programme-là, en tout cas, c'était comme ça, passer un bac israélien. Exactement. C'est plus pour des enfants qui sont en difficulté, pas du tout. Non, du tout. D'ailleurs, c'est la recommandation qu'aujourd'hui, je le sais, qu'on donne et à l'agent juif et au ministère de l'Éducation, c'est qu'un étudiant qui arrive en Israël à partir de la classe de seconde, la recommandation, c'est d'entrer dans un cursus israélien. Le bac est beaucoup plus adapté et ça permet de s'intégrer directement au cursus israélien parce que la personne va vivre en Israël. Donc autant avoir le bac israélien. Déjà, les matières qu'on apprend sont plus connectées à la société israélienne que le bac français. Ça, c'est évident, c'est 2 choses complètement différentes. Alors, bac en poche, bon bac en plus, vous décidez d'aller étudier à la Yeshivat Hakotel. Pourquoi ? Pour savoir un petit peu qu'est-ce que je fais là. Pourquoi notre peuple il est ici, pourquoi se battre, parce que pour moi aller à l'armée c'était une évidence, se renforcer, savoir étudier nos textes, nos valeurs et pouvoir entrer à l'armée, pas seulement avec les petits muscles que j'ai sur le dos, mais aussi quelque chose dans le cœur et dans la tête. On est conscient de ça ? Vous étiez conscient, on va dire à 18 ans, que vous alliez aller à l'armée, c'était la suite logique, mais que vous aviez besoin de vous renforcer spirituellement. Les gens ne comprennent pas toujours qu'est-ce que ça veut dire. Alors, c'était pas forcément évident. On m'a un petit peu poussé dans la famille. J'étais un petit peu réticent au début, mais après, quand je me suis dit, on y va. Et puis, du coup, j'ai choisi une très bonne yeshiva qui m'a apporté vraiment beaucoup, avec un très bon personnel qui nous a encadrés et aussi des amis de classe, de yeshiva. Ça facilite, il paraît, l'intégration à l'armée, ça facilite le service qui est quand même difficile. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, quand on est israélien, quand on est ici, on est baigné un petit peu dedans. Et quand les parents, les oncles, la famille, les amis, tout ça. Et passer par les yeshivas, ça permet d'avoir une autre facette du judaïsme qu'on ne connaît pas forcément quand on arrive de France. Un judaïsme un peu plus pratique, on va dire, dans lequel
ce qu'on lit, bien, c'est applicable. Quand on lit dans la Torah ou même dans les textes que c'est une mitzvah d'aller à l'armée, quand on ne vit pas cette situation-là sur notre terre à nous, ça peut rester de la théorie. Là, ça devient de la pratique. Et de pouvoir étudier les halakhot qui sont spécifiques, par exemple au service militaire, comment on fait ceci ou cela quand on est en mission ou pas. C'est vraiment, ça passe de la théorie à la pratique. Ouais, on se sent faire partie Totalement. du peuple juif avec un grand J. Avec un grand J, pas seulement le peuple juif actuel, mais quand on part en mission, au combat, on se dit, il y a nos ancêtres, il y a 2000 ans, ils ont fait exactement la même chose au même endroit. C'est exceptionnel comme sensation de se dire qu'on traverse les générations par cet acte-là d'être en uniforme et fier de l'être d'ailleurs. C'est 2000 ans d'histoire en un seul moment qui est regroupé à l'instant T avec les soldats qu'on a autour. C'est fabuleux. Alors, vous parlez d'armée, vous parlez de combat. Vous avez eu votre baptême du feu en 2006 pour l'opération Plomb Durci. Qu'est-ce qu'on ressent quand on a 18 ans, qu'on vient d'un autre monde quelque part, même si on a passé 3 ans ici? Comment on se sent quand on rentre dans Gaza, les combats Alors, qu'est-ce qu'on a dans la tête? Moi, je me suis engagé chez les parachutistes. Pas tout à fait. Okay. Je me suis engagé en 2006 en tant que combattant chez les parachutistes. J'avais donc, pour l'opération Plomb Durci au Ferretier de Souka, qui était fin 2008, début 2009, j'avais des soldats sous mon commandement. Et on reçoit le go, en fait. On reçoit la mission de rentrer dans Gaza. Alors, mes officiers m'ont pris pour un fou parce que j'étais content de le faire. Parce qu'on était sur la frontière de Gaza pendant les 6 mois qui ont précédé tout ça, et on se faisait bombarder et canarder tout le temps, et de se dire qu'on peut réagir, que le peuple juif réagit, qu'il ne va pas se laisser marcher sur les pieds, et d'entrer dans Gaza, une grande fierté, une grande responsabilité, parce que on est peut-être jeune, mais on a un certain poids sur les épaules, la responsabilité de la vie de nous-mêmes et de nos soldats, ou plutôt dans l'inverse, de nos soldats d'abord et la nôtre ensuite, et la vie aussi de citoyens qui habitent là-bas. Et donc, quand on sait quel est le mode opératoire du Hamas, on se dit qu'il faut savoir faire le distinguo pour pouvoir ne pas faire d'erreurs et ne pas vivre aussi avec ces erreurs plus tard. Donc vous étiez content? J'étais satisfait et heureux de faire partie de l'armée, de Tsahal, à ce moment-là. Oui, tout à fait. Et c'est une expérience extraordinaire que de pouvoir défendre activement son pays lorsque notre peuple et notre terre est en danger. C'est une satisfaction personnelle, parce qu'on n'est plus l'individu soi-même, on fait partie d'un peuple, on fait partie d'un tout, et on a reçu tellement de soutien. Ouais, pourtant, pas facile, vous parlez du soutien, justement, vous étiez Khayal Bodet, parce que votre famille, pour des raisons qu'on ne va pas développer ici, avait dû rentrer en France, et donc vous étiez seul. C'est ça. Alors la famille en France, c'est pas simple. Oui, parce que le soutien, la mission reste la même mission. Oui, non, c'est sûr, mais le soutien vient des autres. Le soutien vient des autres. Il vient de tous les amis à l'armée, de tout le peuple d'Israël, de tous les Israéliens qui, c'est simple, il y avait des montagnes de sucreries, de chocolat, de choses de première utilité. C'était très impressionnant. Et ça arrivait aussi de l'étranger, c'est-à-dire de tous les pays. C'est un soutien où on se dit, on n'est pas tout seul. Encore une fois, le peuple juif. C'était le lien déjà entre la diaspora et Israël. Complètement, de sentir tout cet accompagnement, cette présence-là, sans être présent physiquement, une présence émotionnelle, cognitive, où les gens se disent, on est avec vous. C'est beau. C'est magnifique. Ouais, vraiment, c'est beau, c'est vrai. Alors, vous avez, j'imagine, pendant ce service en pleine guerre, entre guillemets, eu des moments peut-être un peu déconnectés de la réalité. Totalement. Complètement surnaturelle. Totalement. J'ai plusieurs images en tête, mais je le dis souvent, j'ai passé dans Gaza, pendant l'opération Plomb Durci, le plus beau Shabbat de ma vie. Le plus beau Shabbat de ma vie, vraiment. C'est un petit peu provocateur, là. C'est provocateur, mais c'est ce que j'ai ressenti sur place. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer dans la maison, après 2 semaines de combat, en tout cas de mission sur place, fatigué, éreinté, rentrer dans la maison d'un dignitaire du Hamas, au vu de la beauté, de l'immensitude de la bâtisse, d'une richesse incroyable, ce qu'on ne s'attend pas à voir quand on voit les médias, dans Gaza.
Et arrive vendredi soir. À la piscine. À la piscine, 3 étages, les écrans géants. Faut se mettre en. Aujourd'hui, c'est assez commun, mais vous rentrez avec votre barda de soldat. Exactement. C'est-à-dire que j'avais sur mon dos entre 60 et 80 kilos, c'est-à-dire que autant que mon poids à moi. Et on rentre là-bas et on est en fait ébloui par tant de beauté. C'est-à-dire qu'il y avait des maisons où on se demandait si on n'était pas arrivé dans les châteaux d'Euro Disney avec les marches en marbre des deux côtés, comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc, on arrive dans cette fameuse maison-là. Vendredi soir, donc on essaye de faire un minimum et on décide de faire la tfila, la Kabbalat Shabbat. Donc on rassemble un petit peu toutes les personnes qui voulaient participer à cette tfila-là de tout le quartier dans lequel on a été. On a calfeutré toutes les fenêtres et il faut s'imaginer, là c'est un petit moment d'imagination pour les téléspectateurs. Ouais. Et on est avec le gilet pare-balles, le barda, le casque, l'arme. Moi j'avais la radio dans l'oreille. Et mon officier qui me dit Benjamin, vas-y, tu fais le Shadir Tibour, c'est toi qui es l'officiant. Et pour ceux qui connaissent, on a commencé donc un office Karlebach, donc avec les mélodies douces, envoûtantes comme ça, mais on ne pouvait pas chanter. Donc on a tous chuchoté, et oui, pour ne pas se faire repérer. Ouais. Donc on a tous murmuré en fait les airs, et d'entendre ça, de participer à cette Kabbalat Shabbat dans Gaza, et en se disant que c'était la première Kabbalat Shabbat depuis 2005, la Hitnadkut, où on a sorti des Juifs de leur maison là-bas, de se dire qu'on a pu faire là-bas un Shabbat comme il faut, c'est encore ça devait être vraiment quelque chose de tout à fait... Ah, mais j'en suis encore ému maintenant quand j'en parle. Ouais, particulier. Shabbat exceptionnel. J'imagine. Tout le monde a dû ressentir ça, d'ailleurs. J'espère, je pense. On s'est regardé, c'est quelque chose... C'est gravé, quoi. C'est gravé au fer rouge. Complètement. Ouais, c'est beau. Bon, en plus, vous avez eu un petit repas ce soir-là. On a eu un petit repas. Ils nous ont amené spécialement un petit pain comme ça, avec un schnitzel. La seule chose cuite. Le festin. Exactement. Seule chose cuite qu'on a mangée en 2 semaines. Tous les autres repas, c'est des choses sèches, tout ça. Mais c'était pour marquer aussi le moment qui fait que même avec une petite lachmania, un petit pain brioché et un schnitzel froid à l'intérieur. C'était magnifique. On se suffit de belles petites choses. Alors, justement, vous terminez l'armée. Qu'est-ce qu'on fait après ? En général, les Israéliens voyagent de par le monde. Alors, quand on se vider la tête, quand on est seul, qu'on n'a pas vraiment d'argent, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, exactement. On va travailler. Voilà. On va travailler. Et moi, j'aimais travailler, j'aime toujours d'ailleurs le faire, en cuisine. Donc j'ai trouvé un... Vous étiez fan de cuisine. Moi j'aimais cuisiner, j'aimais pâtisser, je le fais toujours d'ailleurs quand j'ai le temps. Sympa. Et donc j'ai été travailler dans un restaurant. Au début je suis rentré en tant qu'aide pâtissier. Après on m'a mis en position en cuisine, donc en salé cuistot, plutôt que en cuistot. Et puis voilà, on a géré comme ça toutes les cuisines. Travailler pourquoi ? Pour économiser de l'argent pour un voyage, pour se payer des études, pourquoi ? Tout ça en même temps. Économiser pour vivre, parce que on vit tout seul ici, il faut payer un loyer à payer, il y a des factures, on veut kiffer aussi. Je suis sorti de l'armée, j'avais 22 ans. Donc sortir, profiter de la vie un petit peu, mettre de l'argent de côté pour les études. Et on arrive à faire ça. Eh ben non, justement, en cuisine, c'était pas simple. Quand on est petit, jeune comme ça, on n'a pas beaucoup d'expérience. Ce qui fait que je suis resté là-bas pendant 1 an et demi, 2 ans. Très, très belle période. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié de travailler là-bas. Vous ne gagnez pas assez d'argent. Exactement. Donc, j'ai commencé une formation pour travailler en sécurité, chose que j'ai beaucoup aimé faire aussi. Vous êtes multicarte. La vie en Israël le fait. Et j'en suis pas déçu. J'aime beaucoup cet aspect-là israélien où on fait beaucoup de choses en même temps. J'ai donc été travailler en sécurité. Pourquoi ? Parce que pour les jeunes, c'est ce qui paye le mieux ? En sécurité, à l'époque, oui. Ça paye bien. Quand on n'est pas beaucoup formé, on sort de l'armée, on a déjà la tête et les épaules militaires. Travailler en sécurité dans les quartiers un petit peu chauds de Jérusalem, Aïr David, Silouane, où les émeutes étaient un petit peu journalières. Donc je travaillais là-bas pendant 4 ans. Et au bout d'un moment aussi, j'étais directeur du Vaad Ovdim, du syndicat des employés. Salariés ou des employés. Voilà. Et j'ai fait ça pendant 4 ans. 4 ans aussi exceptionnels, travailler aux côtés ça paraît fou quand même, parce que la sécurité, quand on nous parle comme ça de la sécurité, c'est quand même un peu rébarbatif, non ? Oui, mais non. C'est-à-dire que le côté logistique, les choses sont à faire journalièrement, oui. Mais après, quand on est au contact avec les collègues de travail, c'est superbe. Et de protéger des populations juives qui vivent dans des quartiers à majorité musulmane, il y a un petit challenge où on doit être toujours sur le qui-vive. On sait pourquoi on est là.
On sait que si on n'était pas là, les choses se passeraient autrement. Donc il y a encore une fois cette satisfaction d'être là pour son peuple, pour sa terre. Très sioniste quand même, Benjamin. Toujours, sans pour autant aller me balader tous les jours avec un drapeau d'Israël. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur, parce que quand on grandit à l'étranger, qu'on fait son alia, qu'on étudie un petit peu nos textes, on se rend compte que le judaïsme est sioniste. L'un va avec l'autre. Et que l'histoire du peuple juif, au fur et à mesure des générations, elles amènent à une finalité. Et que nous, on est là pour mettre en application cette finalité-là. Donc, on a une certaine responsabilité aussi sur les épaules. Et il faut en être digne, il faut en être fier et faire le maximum que l'on peut. Alors, on voit que vous avez fait plein de choses différentes. Donc, c'est votre maximum. Est-ce que, je sais que vous avez étudié, elle est venue quand, cette décision de finalement faire des études? Parce que là aussi, c'est payant, ça coûte cher. Donc, s'il n'y a pas papa et maman derrière, c'est compliqué. Exact. Il y a peut-être des bourses, mais bon. Il faut quoi? On va étudier quand on est dans votre position, quand on a assez d'argent pour le faire? C'est ça l'idée? Alors, les étudiants en général en Israël, ils travaillent en parallèle des études. Aussi, ce que j'ai continué de faire. D'accord. Donc, d'abord, il faut se chercher, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut étudier. C'est ça. Non, parce que ça paraît un peu bizarre pour les parents français qui nous écoutent. Attendre 3, 4 ans, 5 ans pour aller étudier, ça paraît complètement fou. Exactement. Mais finalement, c'est plutôt positif. C'est très positif. Pour moi, c'était quelque chose vraiment de positif, parce que quand on a 18 ans, qu'on est à l'étranger, qu'il n'y a pas de service militaire, etc., on est un petit peu jeune, on ne sait pas exactement ce qu'on veut étudier, ce qu'on veut faire dans la vie. En général, on suit un petit peu le cursus familial ou ce que les potes, les amis de l'école font, alors que ce n'est pas forcément ce qu'il faut ou ce qui convient à l'étudiant. Et donc là, avec il y en a qui disent que l'armée est un révélateur de savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Parce qu'on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas, on a grandi, on a mûri un petit peu. L'armée, c'est un bond en avant dans la vie. Alors, vous me dites tout à fait, mais pourtant, vous avez un petit peu erré, quoi. Vous avez été chef cuistot, la sécurité, ça a pris du temps, tout ça. Mais vous saviez ce que vous alliez étudier à l'époque ou pas du tout? Non, du tout. Je savais que je voulais être impliqué, je savais que je voulais faire quelque chose pour mon pays. Et donc, du coup... Travailler pour le drapeau. Travailler pour mon pays. Travailler pour mon pays, que ça soit sur place ou ailleurs. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis ailleurs, mais toujours pour mon pays et mon peuple. Et comment? Voilà. Et donc, je me suis dit que pour avoir un impact, on va dire, significatif et laisser quelque chose derrière soi, je me suis lancé dans des études une licence de politique et médias. J'ai fait ça pendant 3 ans, juste à côté d'ici, à la Michelet Hadassah. Ouais. Vous conseillez pour... c'était exceptionnel. Sympa. C'était sympa comme structure. Très, très bon niveau. Des camarades de classe qui sont jusqu'à aujourd'hui de très, très bons amis. Le comité est beaucoup plus petit que dans des grandes universités, donc on a un contact direct avec les enseignants, les professeurs. Il y a des stages accessibles? Il y a des stages accessibles. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'options et ça se développe encore. C'est-à-dire que plus le temps passe, parce que moi j'étais à la 2e promotion, donc il n'y avait pas d'anciens en fait. Et plus les choses se développent, plus il y a des connexions qui se font, plus la Michlala, le collège universitaire en fait, a la possibilité de faire un suivi et de s'implanter en fait dans le paysage politique et médiatique israélien. Très, très positif pour vous, tant mieux. Alors vous avez continué à bosser en tant que cuistot, dans la sécurité. En tant que quoi? Dans la sécurité, c'est-à-dire pendant les études. Et en parallèle de tout ça, j'ai ouvert une boîte de photographie. Parce que la photographie... Mais bien sûr. La photographie me plaisait. J'aime faire quelque chose de mes mains. Je suis autodidacte en photographie, comme en cuisine d'ailleurs. Et vous êtes devenu photographe? Je suis devenu photographe. J'ai monté une boîte de photographie avec un associé israélien que j'avais rencontré en sécurité. Et de pouvoir faire quelque chose de ses mains, un petit peu d'artistique. C'était l'approche. Rien à voir avec la politique ni la communication. Enfin, rien, un peu la communication. Ni avec la cuisine, ni avec la sécurité, ni avec l'armée, ni rien du tout. Mais c'était le plaisir de monter un projet. Exactement. Et jusqu'aujourd'hui, quand j'ai des moments, je sors mon appareil photo et j'adore. C'est quelque chose d'exceptionnel de pouvoir figer un moment et de pouvoir travailler ce moment-là, de pouvoir manipuler cet aspect de l'image. C'est superbe. Ouais. Bon, alors, vous êtes bien sûr amoureux de Jérusalem, on peut le dire. Totalement. Vous avez choisi d'habiter à Jérusalem. C'est pas évident, hein, surtout quand on est dans votre tranche d'âge. En général, à un moment, on se dit bon, allez, on va faire la fiesta à Tel Aviv. Non, vous avez préféré rester ici. 19 ans d'Alia, 19 ans à Jérusalem. C'est une ville extraordinaire. Et même si on veut faire la fiesta, on peut faire la fiesta à Jérusalem. Il y a tout à faire à Jérusalem. Mais en fait, sûr. Je ne sais pas si les gens le savent, mais sur 9 millions d'habitants en Israël, 900 000 habitent Jérusalem. Donc
une personne sur 10 en Israël habite Jérusalem. C'est un petit peu le microcosme de l'État. On trouve tout, en fait. Tout. On a l'impression que c'est une population très stéréotypée, mais en fait, c'est une grosse erreur. Exactement. On peut trouver de tout sur place. Et de passer de Paris 19e à Jérusalem, faire un bond comme ça, de passer d'une capitale à une autre, et de se retrouver dans la capitale de ses ancêtres, et non pas la capitale de nos ancêtres les Gaulois. C'est intéressant, c'est toujours ça qui vous relie, quoi. C'est ça qui fait, qui vous donne de la force. La symbolique, la force de notre histoire, qui fait qu'il faut trouver ces choses-là qui nous accrochent, qui nous rattachent à ces valeurs-là, à l'importance de pourquoi on est là. Alors, comment vous vous êtes retrouvé à être aujourd'hui délégué de l'Agence juive? Comment tout ça s'est passé? Alors, en 2014, j'ai commencé à travailler pour des comités d'entreprise, en fait des quartiers qui se sont organisés en association pour développer le commerce, la communication, les aspects culturels des quartiers. J'ai fait ça pendant quelques années en partenariat avec la mairie. À un moment donné, la mairie de Jérusalem, bien sûr, la mairie de Jérusalem. Donc on a développé vraiment plein de choses, une très très belle période de ma vie. Je suis toujours en contact avec beaucoup de commerçants qui se rappellent très favorablement ces années-là. Et à un moment, vu que c'était en partenariat aussi financier avec la mairie a fermé les robinets des budgets. Il a donc dû falloir réfléchir à quoi faire pour pouvoir subsister à nos besoins, vu qu'à ce moment-là, j'étais déjà marié avec un enfant. Et donc, ma femme a vu sur Facebook un post de l'Agence juive qui disait, voilà, on cherche un chaliar, un délégué pour la France. Au début, je n'étais pas très chaud, je dois l'avouer, parce que... Quitter Israël. Faire le chemin en arrière. Autant moi-même que mon épouse, on a choisi Israël, et mon épouse même beaucoup plus tard que moi. Moi, je suis arrivé, j'avais 15 ans. Mon épouse était beaucoup plus avancée dans sa démarche, c'est-à-dire qu'elle n'est pas venue en tant qu'étudiante. Et donc, on a posé le pour et le contre, et on s'est dit qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire en France, qu'on répondait à tous les critères et qu'on avait de quoi apporter à la communauté juive de France. Et puis ça restait un peu dans votre, on va dire, motto, quoi. Exactement, de pouvoir donner en fait aux futurs nouveaux immigrants la possibilité de vivre l'expérience extraordinaire et fabuleuse que moi j'ai vécue. Si dans une petite chose que je fais au jour le jour, j'arrive à ce que dans 10 ans ou 20 ans, il y ait des enfants de Olim ou même des Olim eux-mêmes qui me disent « Écoutez, vous nous avez accompagnés, que ce soit moi personnellement ou le bureau, à réaliser un rêve, mais on n'imaginait même pas ce qu'on a pu faire », ça serait le summum. Ça serait exceptionnel de pouvoir écouter quelque chose comme ça. Il y a des choses qui vous troublent dans votre travail au quotidien, parce que vous accueillez les familles, vous faites des réunions, vous avez fait je ne sais pas combien de réunions par Zoom cette année. Depuis le début du Covid, des centaines. Ça a été de la folie, vous avez multiplié l'activité. Par 3, on peut dire. C'est incroyable, quoi. Je ne sais pas combien de gens, on a des chiffres, combien de gens ont assisté J'ai fait les calculs là, il n'y a pas longtemps. J'ai fait sur 1 an et demi, parce que le Covid, là, on est dedans depuis 1 an et demi, donc j'ai fait la parallèle avec 1 an et demi dans une année qui n'est pas Covid. Une année hors Covid, c'est environ 3500 personnes qui participent à des réunions d'information. Qu'est-ce que c'est une réunion d'information? C'est la première réunion lorsqu'on engage une procédure d'ALIA. D'accord. En période de Covid, 1 an et demi, c'est près de 10 000 participants par Zoom. 9700 et quelques. C'est gigantesque. Ouais, gigantesque. C'est gigantesque. Et c'est vous qui êtes en charge de ça, je crois. Et je suis très heureux. Et j'en suis très heureux. Ce sont des réunions de 3 heures. C'est pas court. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Vous vous sentez utile? Vous sentez que vous répondez à un besoin? Tout à fait, c'est exactement ça. On se sent utile, on répond à un besoin, à une nécessité. Les gens qui sont présents, déjà pour leur expliquer la procédure de l'ALIA, que pour eux et pour nous, on soit sur la même longueur d'onde sur la démarche administrative, sur les aides à l'intégration. Vous trouvez qu'on parle bien de l'ALIA aujourd'hui en France? Oui, enfin, je pense. C'est pas pour me jeter des fleurs ni au bureau de l'Agence juive, mais je pense qu'on explique de mieux en mieux, c'est-à-dire qu'on s'améliore, on n'est pas parfait. On essaie de s'améliorer. Il y a des choses vraiment qu'on a en tête de mettre en application. Mais je pense qu'on a un très très bon niveau. On a un très bon niveau dans l'accompagnement. On a des équipes extrêmement dévouées sur place. Vous avez beaucoup de relais aussi Exactement. Avant, après, ce qui avait moins peut-être dans d'autres années. Les équipes d'abord sont extrêmement dévouées. On travaille aussi en partenariat bien sûr avec le consulat pour faire les visas qui font un travail superbe. Et il y a bien entendu les contacts au ministère de l'intégration qui suit l'intégration. Et il y a des partenariats qui se sont développés.
que ce soit avec les coordinateurs d'intégration sur place des villes et des partenariats d'exception avec Qualita sur différents projets, avec des bénévoles qui suivent il y a plein de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses. De projets. Alors, juste pour revenir à vous, parce que, bon, après tout, ok, vous êtes un sioniste invétéré, mais c'était quand même sympa, non, d'arriver à Paris en Schlichroute? C'est sympa quand on y pense et qu'on se dit, bon, on arrive, tout va plus ou moins bien. Et on se dit qu'on va pouvoir profiter quand même un peu de temps en temps des week-ends, peut-être du dimanche. Eh ben, pas forcément. On est arrivé en pleine crise des Gilets jaunes. Donc forcément, les choses étaient un peu bloquées. Les week-ends, c'était pas ça. C'était la manif, c'était les gaz lacrymogènes, c'était les restrictions sécuritaires aussi. Parce que il faut prendre ça aussi en considération. Après les Gilets jaunes, on a enchaîné sur les manifestations retraites. Et quand ça s'est fini, on a enchaîné sur le Covid. Donc les programmes qu'on avait en tête ne sont pas forcément ceux qui sont appliqués. Vous n'êtes pas beaucoup sortis de votre quartier, quoi, en gros. Pas beaucoup, mais quand on a su le faire, on a essayé de profiter au maximum. Donc vraiment, c'est une vraie Schlichroute, une vraie motivation pour la bonne cause. Bon, en tout cas, nous, on était ravis de faire un peu plus connaissance avec vous, un peu mieux connaissance. Voilà. Je suis sûre que les gens dont vous préparez les dossiers vont être aussi très intéressés par votre parcours. En tout cas, bravo, parce que vous êtes éclectique dans vos choix. Non, mais franchement, vous avez fait un peu tout. On espère qu'à votre retour, vous saurez continuer de vous intégrer dans la société israélienne. Voilà. Merci beaucoup. Avec votre femme et votre petit garçon qu'on salue s'il nous écoute. Que je salue et que je remercie parce qu'ils sont aussi en Schlichroute avec moi. Et c'est pas simple. Ouais, la famille est importante aussi dans ces cas-là. À bientôt, Benjamin. Merci, Cathy. À bientôt. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.